Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Frédéric Brochard, je suis chercheur au CNRS, je suis physicien des plasmas et ma spécialité c'est la fusion nucléaire. Donc je suis expérimentateur, je vais travailler sur des prototypes, sur des réacteurs à fusion nucléaire et du fait de ma qualité d'expérimentateur, je me trouve confronté à des données expérimentales. Et vous savez que partout, dans tous les domaines, là, depuis quelques années, la volumétrie des données, ça augmente. Donc on a de plus en plus de données. Alors, quand on veut faire de la physique, c'est bien parce que plus de données, ça nous donne accès à plus de choses, ça nous permet de mieux comprendre. Mais par contre, il faut quand même pouvoir extraire les informations utiles d'une grosse masse de données. Notamment, dans mon domaine, je me suis spécialisé en imagerie rapide. Alors, l'imagerie rapide, c'est des caméras qui vont filmer à 1000, 2000, 1 million d'images par seconde. Quand on filme 10 secondes de plasma à 1 million d'images par seconde, ça fait 10 millions d'images qu'il faut analyser. Et ça, des décharges de 10 secondes, il y en a des dizaines par jour. Donc, on se retrouve avec des volumes de données monstrueux. Et donc, au cours de ma carrière de chercheur, je me suis penché sur ce sujet-là et j'ai travaillé avec un collègue à la mise au point d'un algorithme qui permettait d'analyser ces données de façon automatisée parce qu'il n'y avait pas de choix, il n'y avait pas d'autre choix, on ne pouvait pas les analyser à la main. Et donc cet algorithme, ça a donné des choses intéressantes. On a pu l'installer sur plusieurs dispositifs de recherche, des grands équipements de recherche à travers le monde, enfin sur une dizaine d'équipements de recherche, ça a été installé. Ça a permis ça a bien fonctionné, ça a débouché sur plusieurs dizaines de publications scientifiques. Donc, avec ces succès, ces publications, cette reconnaissance, j'ai commencé à avoir des sollicitations qui venaient d'autres domaines. Alors, au début, c'était super. J'étais très heureux d'avoir des sollicitations en astrophysique, en astrochimie ou dans le domaine médical. Sauf que mon code, il était fait pour analyser des plasmas de fusion. Donc, plasma de fusion, typiquement, c'est le genre d'image qu'on a à droite. Mon outil, il était fait pour analyser ce type d'image. Pour les autres domaines pour lesquels j'étais sollicité, il fallait faire des adaptations. Donc, au début, je me suis un peu prêté au jeu. Et puis après, j'ai vite été débordé. C'était plus mon métier, en fait, de faire du codage, de l'adaptation de mon outil. Et puis, il n'était pas hyper ergonomique. Enfin, je l'avais fait pour moi, au début. Et donc, je me suis retrouvé débordé. Et alors qu'il y avait un marché, clairement. Et c'est à ce moment-là qu'il y a deux gars brillants qui étaient issus du même domaine, en fusion nucléaire, qui ont débarqué. Ils avaient un désir fort d'entrepreneuriat. Et je vais passer la parole à l'un d'entre eux. Bonjour à tous. Donc Romain Baude, effectivement, cofondateur et aujourd'hui dirigeant d'Aprex Solutions. Et pour reprendre le fil de l'histoire de Fred, effectivement, à l'époque où on se dit, on commence à réfléchir avec Mickaël, on était tous deux, pour revenir, avant ce moment-là, avec Mickaël, on a tous les deux un parcours d'ingénieur jusqu'au postdoc sur les thématiques de fusion nucléaire, tous les deux physiciens expérimentateurs. On a travaillé dans le cadre du parcours sur la fusion, donc avec le parcours ITER. Et arrivé à ce moment-là, postdoc, etc., on se dit on a envie un peu d'autre chose. On a envie de pouvoir porter la technologie, de pouvoir l'emmener auprès de l'industrie. On avait une envie de faire en sorte que les technologies qui étaient vraiment exceptionnelles, là, nous, on était persuadés qu'il y avait de l'usage à faire en dehors de thématiques de recherche. Et on s'est dit, avec Mickaël, on se lance, bien accueilli par l'incubateur Lorrain, sans qui on ne serait pas là. On a suivi ce parcours-là et on a réussi en 2017, bien accompagné, à créer Aprex Solutions. Et ce qu'on a voulu faire d'Aprex, c'est effectivement créer une solution d'analyse d'images. Donc notre expertise aujourd'hui, c'est l'analyse d'images, mais de la spécialiser pour répondre à des problématiques de l'industrie, en particulier des problématiques de contrôle qualité et de contrôle de procédés pour l'industrie. Donc autrement dit, c'est de pouvoir proposer des solutions qui font du traitement d'images automatisé, mais avec des niveaux de performance de fiabilité qui permettent de travailler dans le secteur industriel et qui permettent de suivre les cadences de production de l'industriel.
Et donc évidemment, en 2017, donc il y a l'algorithme Trace qui est déjà disponible, qui permet de traiter un volume de données important, d'images importants, dans des conditions extrêmement délicates. C'est les premières applications qu'on met sur ligne de prod. On les fait avec cet algorithme-là, mais très tôt, on commence à continuer dans notre mindset en quelque sorte de chercheur, à continuer à aller chercher d'autres technologies que l'on va pouvoir incorporer en parallèle de cet algorithme-là pour continuer à développer la technologie. Et en 2017, apparaît l'intelligence artificielle nouvelle génération ou nouvelle vague qui permet d'envisager l'utilisation pour l'industrie. En réalité, il nous faudra encore 2 ans pour faire en sorte que 2-3 ans pour faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse vraiment nous permettre de répondre des problématiques de ligne de production avec le niveau de fiabilité. Et donc, c'est notre mission, hein, c'est emmener les technologies de rupture sur le terrain pour répondre aux problématiques des industriels. Donc, on est parti effectivement de ces applications-là. On est encore à l'intérieur de Compass, un tokamak sur l'université de Prague, où pas mal de sources de la technologie vient de là et des analyses qui ont pu être menées là-dessus. Donc le point de départ. Arrivé sur les toutes premières essais, on a pu collaborer avec l'équipe de Stéphane à l'époque et puis des partenaires sur l'université de San Diego qui ont pu nous permettre de nous confronter à des vraies problématiques, toujours dans un cadre de recherche, mais sur des problématiques très très proches de problématiques industrielles où il y avait des besoins de volume de données à traiter extrêmement important et sur des niveaux de fiabilité extrêmement importants. Et petit à petit, on est arrivé sur des applications toujours recherche, mais beaucoup plus appliquées, qui nous ont conduit aujourd'hui à encore avoir une équipe R&D importante, puisqu'on continue, nous, dans Aprex, même en tant qu'entreprise, à travailler. On est lauréat Deep Tech BPI, donc on a été labellisé par la Banque publique d'investissement comme entreprise Deep Tech, donc haute technologie, qui nous permet d'accéder à des financements pour travailler en profondeur sur des technologies, en particulier l'intelligence artificielle sur le traitement d'images. Donc on a toujours une activité auprès de nos clients industriels, on est toujours reconnu pour ce savoir-faire. Et en parallèle de tout ce qu'on peut amener pour l'industrie, on travaille avec Saint-Gobain qui est là tout près, j'y reviens sur le site pour la R&D demain, avec Arcelor, avec Legrand, avec les grands noms de l'industrie. On a une centaine de clients aujourd'hui en France et en Europe, mais on continue toujours au travers de partenariats comme on a pu l'avoir sur la thèse de Sarah, de continuer à creuser la technologie pour faire en sorte, toujours avec le même objectif, de pouvoir la porter auprès d'industriels. Je te laisse dire quelques mots sur la thèse de Sarah. Oui, alors c'est quelques mots rapides. Donc on a proposé cette thèse qui a été cofinancée par Aprex puis par la région Grand Est. Le but, c'était de voir ce que l'IA pouvait apporter, non pas juste à des images, juste à de la détection, mais aussi en termes de tracking, en termes de suivi temporel. Et donc, on a dit, essayons de voir ce que ça peut apporter dans un cas vraiment extrême. Le cas extrême, en l'occurrence, c'est à nouveau la fusion nucléaire. C'est suivre la turbulence à l'intérieur d'un plasma de fusion nucléaire. Donc avec des caméras qui filment à 1 million d'images par seconde. Et donc un plasma de fusion thermonucléaire, c'est assez horrible en termes de turbulence, c'est vraiment très très développé. Donc on s'est fixé ce challenge, hein, on n'a pas eu peur. Et puis ça a bien marché, ça a très bien marché. En fait, on a montré que l'IA permettait vraiment de révolutionner la façon de faire de la caractérisation de la turbulence. Donc c'était la thèse de Sarah Chouchen, hein, qui a été soutenue il y a 1 an. On a été les premiers à faire du tracking d'IA dans des milieux aussi turbulents. Ça a donné 4 beaux articles. Il y a un prix de thèse qui a déjà été acquis. Il y en a peut-être un deuxième qui va venir. Voilà. Donc j'étais très heureux à nouveau d'intervenir avec Aprex. Là, c'était vraiment une collaboration Aprex-IJL sur un sujet qui était un sujet amont, mais avec des perspectives d'application, parce que l'enjeu aussi, c'était de montrer que si on est capable de faire du tracking dans ces conditions démentielles, c'est qu'on est capable de faire du tracking dans des conditions industrielles, on va dire, dans des conditions exigeantes, mais probablement moins exigeantes. Donc voilà, ça a aussi permis de développer une brique qui pourra être utilisée à l'avenir par Aprex. Oui, complètement. Et c'est cette démarche qu'on continue en se présentant en tant que partenaire sur l'innovation, précisément sur l'analyse d'images auprès de chercheurs pour des projets européens, par exemple. On en a resoumis un très récemment, toujours sur cette brique technologique.
Je voulais juste vous montrer quelques images, je passe très rapidement, mais concrètement, notre métier aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on vous a montré là, juste une minute, ouais, je termine, merci. Juste avant, ce qu'on fait de tous ces algorithmes et de ce traitement d'image, c'est de la détection automatisée de défauts. Donc, vous pouvez voir juste ici une vis. Ici, c'est du verre blanc. On va retrouver du flacon de parfum, par exemple. On va retrouver des attaches métalliques ici. On va pouvoir retrouver du guidage robot ici. Les applications sont extrêmement diverses. Ça peut paraître très loin de la thèse qu'on peut mener sur la fusion nucléaire et la turbulence, mais en fait, pour nous, le lien de tout ça, c'est l'algorithme qui est derrière. Et une fois que le traitement d'image est là, le fond, le moteur de traitement d'image est là, ensuite, la couche de spécialisation, c'est pas ce qui reste le plus simple, mais pas loin quand même. Et donc, ça nous permet de pouvoir nous positionner avec des solutions vraiment innovantes auprès d'industriels qui sont vraiment en recherche de ce type d'accompagnement. Donc, quelques-uns de nos clients, pardon, ça passe très vite, quelques-uns de nos clients ici, certains très très industriels, ligne de prod, et d'autres avec lesquels on a le plaisir de collaborer sur des projets d'innovation. Je pense à EDF et la centrale de Cattenom, avec qui on développe des logiciels d'assistants opérateurs, là où les opérateurs avaient besoin de faire de la lecture dans des conditions extrêmement complexes. On vient les assister au travers de nos outils pour faciliter le travail et fiabiliser le travail des opérateurs. Et donc, ça fait partie des sujets intéressants, comme avec la SNCF, c'est le même sujet, c'est de l'assistance opérateur, et donc on vient mettre de la technologie pour, en quelque sorte, augmenter les capacités des opérateurs dans les lignes de production. Voilà, puis je m'arrêterai là. Merci. Merci beaucoup à tous. Donc, on a 5 minutes pour quelques questions. Tout d'abord, merci pour ces présentations absolument passionnantes. Et puis, permettez-moi d'exprimer mon admiration pour des gens qui se lancent dans de l'entrepreneuriat. Et je crois que ça nous met un peu de baume au cœur par rapport aux difficultés qui ont été exposées hier sur la réindustrialisation. Une petite question qui est un peu anecdotique par rapport à l'ampleur du sujet. Monsieur Brochard nous a parlé d'une thèse qui a été réalisée dans un réacteur à fusion nucléaire. Donc, je découvre qu'il existe des réacteurs à fusion nucléaire, donc nos problèmes d'énergie sont résolus. Il y a peut-être un problème sémantique quand je parle de réacteur, parce que je parle de réacteur expérimental. Je ne parle pas de centrale à fusion. Non, la centrale à fusion, elle n'est pas encore pour tout de suite. On est toujours dans la recherche de l'optimisation, de la bonne configuration, de celle qui va pour et de la recherche des matériaux. C'est beaucoup aussi une recherche en matériaux, les matériaux qui vont pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme devra le faire une centrale. Donc on n'en est pas encore à l'étape de la centrale. J'ai parlé du réacteur, mais du réacteur expérimental. La centrale, c'est toujours compliqué de donner une date parce que, en fait, si vous regardez les startups, il y en a qui promettent, qui ont des contrats de vente d'électricité de fusion nucléaire à partir de 2028. Ça, c'est Elion. À partir de 2030, ça, c'est CFS. Donc, CFS, c'est quand même une entreprise très, très sérieuse. C'est une startup fusion qui est très, très solide. Alors, bon, disons, pour la décennie 2030-2040, il va probablement y avoir, effectivement, une production nette d'électricité grâce à des réacteurs, mais on n'en sera toujours pas à l'industrialisation. Donc, non, hélas, la fusion nucléaire, c'est probablement une ressource qui va venir pour la seconde moitié du siècle, mais qui ne pourra pas être déployée à grande échelle avant. Merci pour votre exposé et bravo pour vos succès qui sont dus en partie à l'intelligence artificielle. Ça me fait chaud au cœur, évidemment. Est-ce que vous pourriez me dire un peu plus précisément qu'est-ce qu'il y a derrière ces algorithmes d'IA ? C'est des réseaux de neurones, c'est des couches convolutionnelles qu'on entraîne. On a plein de données. Donc, ça, c'est un des atouts de la recherche en fusion, c'est que des réacteurs de recherche en fusion, il en existe depuis longtemps. Et la recherche en fusion, elle est très collaborative, très partagée. Les données sont en libre accès pour tout le monde. Les données qui viennent de tous ces réacteurs sont en libre accès, ce qui fait qu'on dispose d'une masse de données formidables pour entraîner de l'IA. Et c'est justement pour ça qu'on a voulu se relancer sur ce sujet. On s'est dit que c'était... Alors d'accord, il y avait un sacré défi parce que la turbulence dans les plasmas de fusion, je vous l'ai dit, c'est vraiment costaud. Mais on avait le gros atout qu'on avait de la masse, on avait de la donnée en masse, et ça nous a permis effectivement d'entraîner des modèles
Je peux compléter la réponse. C'est tout à fait le problème qu'on a dans l'industrie pour déployer l'intelligence artificielle sur le traitement d'images. Un industriel va vouloir un taux d'erreur à 1 pour 10 000, 1 pour 20 000, ce que ne sait pas du tout faire de base un réseau de neurones. Et ça, il va nous le demander de le faire avec... Quand on a beaucoup d'images, on en a 1000, 2000, 3000. Ce que ne sait pas du tout faire non plus une intelligence artificielle de base. Et c'est notre métier chez Aprex, c'est là où on doit, nous, travailler, innover, c'est de développer des techniques qui nous permettent de compenser les besoins en données et de compenser le manque de performance des IA standards pour pouvoir les mettre sur ligne de prod. Donc ce sujet de la donnée, c'est quelque chose auquel on est confronté quotidiennement et on y répond justement avec de la technologie parce que ce sont des données qui ne sont pas présentes pour l'industrie. L'intelligence artificielle, ça n'est qu'un outil. D'ailleurs, ça me fait toujours rire, mais auparavant, l'algorithme Trace, donc, qui a initié ce projet Aprex, on appelait ça algorithme auto-adaptatif multi-échelle. Aujourd'hui, si on devait le renommer, on s'embêterait pas du tout, on appellerait ça intelligence artificielle. Donc c'est une question, encore une fois, de sémantique, mais derrière, pour pouvoir utiliser cet outil-là, ça demande un vrai savoir-faire. Les IA génératives amènent un vrai savoir-faire aussi, et ça permet d'aller beaucoup plus loin. Mais sur les IA de détection, il y a besoin d'un savoir-faire.